Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe si on essaye d'écrire les équations de la dynamique pour l'évolution d'un point matériel ou d'un système de points matériels lorsque on ne se trouve pas dans un référentiel d'inertie. Alors, je vais procéder de la manière suivante. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi, si on est dans un référentiel qui n'est pas inertiel, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écrire l'équation de Newton sous la même forme que celle qu'on a dans un référentiel d'inertie. Et puis, ce qu'on va faire, c'est introduire des forces d'inertie dont le but est simplement de pouvoir réécrire l'équation de Newton sous la même forme dans le référentiel accéléré que dans le référentiel d'inertie, à ceci près qu'on va introduire des nouvelles forces, qu'on va appeler des forces d'inertie, et qui dépendent du mouvement, du mouvement relatif des deux référentiels. Et je donnerai encore quelques exemples pour faire tout ça. Donc le fait qu'on soit dans des référentiels qui ne sont pas galiléens, qui ne sont pas inertiels, c'est ce qui permet d'expliquer beaucoup de phénomènes. C'est ce qui permet d'introduire la force de Coriolis, qui est responsable, par exemple, du sens de rotation des ouragans dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Sens de rotation qui sont opposés dans les deux hémisphères. Donc, ce que je vous propose d'abord, c'est un petit exemple tout simple. C'est imaginer qu'on a un système dans lequel on a un référentiel. Donc, le référentiel que je choisis, c'est celui du laboratoire. Et ce laboratoire, je lui attache un système de coordonnées avec lequel on a un point de référence, l'origine, et deux vecteurs de base, x1 et x2. Ce référentiel, je l'appelle R majuscule. J'imagine par la pensée la situation suivante. Je considère qu'on a un train qui va démarrer, et dans le train, on a une jeune personne qui ne subit pas de frottement avec le sol du train. J'ai symbolisé ceci par une planche à roulettes. Et si je regarde maintenant les forces qui agissent sur ce jeune patineur, il y en a deux, ce jeune skater, pardon, il y en a deux. Il y a sa force de poids qui est verticale et il y a la force exercée par le sol du train sur lui-même qui est opposée à la force de poids. C'est les deux seules forces physiques qui agissent sur le skater. Et comme il n'y a pas de force de frottement entre le surfeur et le train, eh bien, lorsque le train démarre, eh bien, comme il n'y a pas de force qui agit sur le patineur, il reste en place par rapport à notre référentiel d'inertie. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, comme objet physique par rapport auquel je veux caractériser le mouvement, je choisis non pas le référentiel du laboratoire, mais le train lui-même? Alors, ce que je vais faire, c'est maintenant accrocher à mon nouveau référentiel un système de coordonnées. Ce système de coordonnées, son origine, il est défini par un point A qui est un point du train. Et puis, j'ai deux vecteurs de base, je les ai appelés Y1 et Y2, mais ce qui est important, c'est que j'appelle le référentiel R'. Et si je regarde maintenant ce qui va se passer exactement dans la même situation, eh bien, vous voyez que dans ce référentiel-là, si je regarde ce qui se passe par rapport au train, eh bien, lorsque le train démarre, évidemment, le train lui-même ne voit pas qu'il est en train de démarrer, mais le train va voir le patineur qui se rapproche, le surfeur, qui se rapproche de la gauche du wagon. Et donc, bien que les forces physiques qui agissent sur le surfeur sont les mêmes, eh bien, le surfeur, il a quand même un mouvement. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que si le référentiel est accéléré,
la seconde loi de Newton n'est pas satisfaite. Ce que j'en conclus aussi directement, c'est que la première loi de Newton, le principe d'inertie, n'est non plus pas satisfait. Qu'est-ce qu'il dit, le principe d'inertie? Je vous rappelle qu'il dit que si la résultante des forces qui agissent sur un point matériel est nulle, eh bien, sa trajectoire sera soit une ligne droite, soit le repos. Une ligne droite à vitesse constante. Et donc là, on a manifestement un système pour lequel la seconde loi et la première loi de Newton ne sont pas satisfaites. Alors je voudrais juste faire un tout petit rappel sur ce que c'est qu'un référentiel. Donc un référentiel, c'est un objet physique, c'est l'objet par rapport auquel on va caractériser l'évolution de notre système. Il est défini par 4 points. Ces 4 points, ça peut être par exemple les 4 points, ça peut être l'origine et les 3 extrémités des vecteurs de base du référentiel qu'on va attacher du système de coordonnées qu'on va attacher à ce référentiel. Et ce qui est important, c'est que ces 4 points sont immobiles les uns par rapport aux autres. Maintenant, ce qu'on appelle un système de coordonnées, c'est un ensemble de 4 grandeurs aussi, donc une origine et 3 vecteurs, ou une origine et 3 points, qu'on attache au référentiel et qui nous permet de paramétriser la position de n'importe quel point dans notre référentiel. D'accord ? Maintenant, un référentiel d'inertie, c'est par définition c'est un référentiel dans lequel la première loi de Newton elle est satisfaite, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de force qui agit, pas de force physique qui agit sur un point matériel, eh bien l'évolution de ce point matériel est soit un mouvement rectiligne uniforme, soit le point reste au repos. Alors, le but de l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, j'aurais bien aimé écrire sur mon iPad, mais il fait des siennes aujourd'hui, donc je vais rapidement le faire au tableau. Non, alors... Donc, le but de l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est de trouver une manière d'écrire l'équation de la dynamique dans un référentiel qui n'est pas un référentiel d'inertie. Et ce qui est important, c'est que on veut écrire cette équation sous une forme similaire à celle qu'on aurait dans un référentiel d'inertie. Et donc dans un référentiel d'inertie, donc eh bien l'équation elle s'écrit simplement que l'accélération de notre point matériel évaluée dans le référentiel d'inertie, ça c'est une manière d'écrire que je ne vais pas utiliser mais qu'on trouve souvent dans la littérature, c'est égal à la somme des forces extérieures qui agissent sur notre point matériel. Et moi je vais écrire ceci comme m fois l'accélération absolue d'un point P. Donc A
L'accélération absolue, c'est celle qui est dans le référentiel d'inertie. Si maintenant je suis dans un référentiel qui n'est pas inertiel ou qui n'est pas galiléen, c'est exactement la même chose. Eh bien, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir écrire que l'accélération de mon point matériel dans le référentiel R', c'est aussi la somme des forces extérieures physiques, mais je vais introduire ici des nouvelles forces qui ne sont pas physiques, c'est ces forces d'inertie. Donc c'est vraiment le but que je vais poursuivre aujourd'hui, arriver à écrire l'équation de Newton sous la même forme dans un référentiel non galiléen que dans un référentiel galiléen. Alors, ce qui se passe, alors je vous propose de regarder ce qui se passe sur le bimère de droite parce que je vais tout de suite réutiliser le tableau là. Premièrement, il s'agit de caractériser le mouvement d'un référentiel par rapport à l'autre. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai dessiné deux référentiels. Le référentiel que je suppose d'inertie, je l'ai dessiné en bleu et j'y ai attaché un repère que j'appelle OX1, X2, X3. Et puis j'ai maintenant un repère non inertiel auquel j'attache un système de coordonnées que j'appelle A, Y1, Y2, Y3. Et donc ces deux systèmes, eh bien, je peux supposer que j'ai ici le référentiel dessiné en bleu, le référentiel d'inertie, et je prends ici le système de coordonnées du référentiel non inertiel. Alors comment est-ce qu'on va caractériser le mouvement de ces deux référentiels l'un par rapport à l'autre? Eh bien, si je fais tout d'abord l'hypothèse que les vecteurs de base sont parallèles les uns aux autres, vous voyez que ce point-là, le point A, il peut avoir un mouvement par rapport au référentiel d'inertie. Ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement de translation. Ce mouvement circulaire que j'ai, là, c'est un mouvement de translation. Pourquoi? Parce que les vecteurs de base restent parallèles les uns aux autres, par définition. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour caractériser le mouvement de ce référentiel par rapport à celui-là. Il peut y avoir un mouvement supplémentaire qui est un mouvement de rotation. Mouvement de rotation qui pourra être n'importe comment, mais qui sera à chaque instant caractérisé par un vecteur de rotation qui aura une certaine direction. C'est ce que j'ai représenté sur la slide en disant, voilà, à chaque instant, le référentiel le référentiel R' auquel j'ai attaché le système de coordonnées A, Y1, Y2, Y3, il a un vecteur de rotation qui est caractérisé par une direction que j'ai représentée en vert ici, une certaine amplitude, ça représenterait la vitesse de rotation, et évidemment ce vecteur oméga majuscule, parce que je n'ai pas voulu prendre un omicron, donc j'ai pris un oméga majuscule, c'est con. Et donc, ce vecteur, il peut évidemment dépendre du temps. Alors l'exercice qu'on va faire, c'est de voir comment on peut écrire la position, la vitesse et l'accélération d'un point P par rapport à ce référentiel et le mettre en relation avec les grandeurs qu'on aurait, donc la vitesse, la position, mais si on le mesure dans le référentiel R'. Et il y a une formule que je vais noter ici en grand, que nous avions dérivé ensemble au début de l'année et qui est
absolument nécessaire pour dériver les calculs d'aujourd'hui, c'est l'ingrédient principal, c'est la formule de Poisson. Alors pour ceux d'entre vous qui ne se rappellent pas ce que c'est que la formule de Poisson, c'était quelque chose qui nous permettait de calculer la dérivée temporelle d'un vecteur en rotation, avec un vecteur de rotation qu'on appelle oméga aussi, avec la condition que la norme de notre vecteur est constante. Donc, si j'ai un vecteur dont la norme est constante, eh bien, je peux dire que sa dérivée temporelle, c'est égal au produit vectoriel entre le vecteur de rotation et le vecteur de base. Ça, c'est la formule de Poisson. Un exemple qui serait tout bête. Imaginez que vous avez un vecteur de rotation qui est comme ceci. Okay. Imaginez que votre vecteur y, il est comme ceci. Comment est-ce que le vecteur y évolue en fonction du temps? Eh bien, vous voyez que le vecteur y, là, avec la manière dont je l'ai dessiné, il décrit un cône autour de l'axe oméga. Et donc, vous voyez que le sommet de ce vecteur va être sur un cercle. Et puis, la formule de Poisson, elle dit quoi? Elle dit simplement que la variation du vecteur y, si le temps varie d'une grandeur delta t, elle sera tangente à notre cercle. Et vous voyez bien que si je fais oméga cross y, j'obtiens bien quelque chose qui est perpendiculaire aux deux et qui est le long, qui est tangent au cercle que décrit l'extrémité du vecteur y. Ça, c'est un ingrédient essentiel qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, si vous êtes un petit peu fatigué, ce que je peux faire, c'est vous donner tout de suite la solution de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça, c'est le résultat auquel on va arriver, je vous le donne. Voilà. Donc, ce qu'on va trouver aujourd'hui, c'est que si on veut écrire l'équation de Newton dans notre référentiel non inertiel, eh bien, on va devoir rajouter des forces, et ces forces, elles sont listées là-dessous. Vous voyez que je vais devoir rajouter 4 forces à toutes les forces physiques qui existent dans le but de pouvoir écrire l'équation de Newton de la même manière. Et donc, si vous n'avez pas envie de dériver ces forces avec moi, vous pouvez très bien dire que c'est terminé, on a la réponse, on peut arrêter là. Je vous explique quand même ce que veulent dire les termes qu'on a ici. Donc, dans notre référentiel d'inertie, on n'a que l'accélération multipliée par la masse absolue, donc par rapport au référentiel d'inertie, c'est la somme des forces physiques qui agissent sur notre système. Ça, c'est toujours valable. Maintenant, lorsqu'on est dans un référentiel qui n'est pas galiléen, eh bien, ce qu'on va écrire, c'est que la masse fois l'accélération dans notre nouveau référentiel, c'est égal à la somme des forces physiques. Ça, il faudra toujours les considérer, évidemment, on ne peut pas en faire abstraction. Et puis, on va tenir compte de 4 termes. Vous voyez que j'ai ici l'accélération absolue du point A. L'accélération absolue du point A, c'est l'accélération mesurée dans le référentiel d'inertie de l'origine du système de coordonnées attaché à mon référentiel non inertiel. C'est un peu compliqué. J'aurai un terme qui ira comme 2m fois oméga, produit vectoriel avec la vitesse relative du point P. Alors, imaginez maintenant que j'ai
mon référentiel d'inertie, le référentiel non inertiel, et dans le référentiel non inertiel, j'ai un point P. Ce point P, il peut se déplacer dans mon référentiel non inertiel. Le référentiel non inertiel, il se déplace par rapport au référentiel d'inertie. Et donc, on commence à avoir des formules pour la vitesse qui sont un petit peu compliquées, mais ce que j'appelle la vitesse relative du point P, c'est la vitesse de ce point P par rapport à ce référentiel-là, comme si ce référentiel était fixe. Donc c'est celui qui tient uniquement compte de la variation du vecteur P par rapport à ses coordonnées exprimées dans R'. Oui. On peut adapter le différentiel accéléré de telle sorte que le vecteur n'ait pas de vitesse relative, c'est-à-dire qu'à chaque fois il soit fixe par rapport à ce référentiel accéléré. J'ai rien compris de ce que vous avez dit. On ne peut pas adapter le référentiel accéléré pour que la vitesse relative soit nulle par rapport au référentiel absolu. Enfin non, pardon. Alors, oui, je vais quand même répéter votre question que j'ai toujours pas comprise. Si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas adapter la vitesse du référentiel non inertiel de telle sorte que la vitesse relative soit égale à 0 ? C'est ça. Alors oui, effectivement, mais maintenant imaginez que vous avez un train qui se déplace. Ce train, il est accéléré. Okay ? Imaginez maintenant que dans le train, il y a une mouche qui se déplace. D'accord ? La mouche, elle vole dans le wagon, elle a une certaine vitesse par rapport au wagon. Okay. Alors si maintenant j'aurais le droit de chercher un référentiel dans lequel la vitesse de la mouche est égale à 0. Okay. Mais ce référentiel, il bougerait en même temps que la mouche et il ne m'intéresserait pas forcément beaucoup. D'accord ? Je suis intéressé au mouvement de la mouche dans le wagon. Okay. Mais bien sûr, on peut tout faire. Hein. Donc alors, pour revenir à l'expression des forces des forces d'inertie qu'on va dériver, eh bien, on a ici un terme qui est la vitesse relative de notre point, donc la vitesse mesurée dans le référentiel non inertiel. Et ça, ce terme, c'est ce qu'on va appeler la force de Coriolis, un terme qui fait en général un petit peu peur, mais qui finalement n'est pas si compliqué que ça. On a ici un terme dans lequel on a un double produit vectoriel. Donc c'est le produit vectoriel entre le vecteur position de notre point P mesuré dans le référentiel non inertiel. Vous voyez que le vecteur AP, c'est en fait ma flèche, ici. D'accord ? Donc c'est la position relative du point P par rapport à ce référentiel. Et ce terme, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le multiplier 2 fois avec le vecteur de rotation, et ça nous donnera ce qu'on appelle la force centrifuge. C'est l'opposé de la force centripète. Et le dernier terme, c'est un terme qui est lié à la variation temporelle de la fréquence de la vitesse angulaire de rotation de notre référentiel non inertiel. Donc vous voyez que ça, c'est à peu près, c'est peut-être la formule la plus compliquée qu'on va dériver, mais si on comprend bien ce qu'on fait, c'est relativement rapidement fait. Alors, le but, donc, ce sera la démarche qu'on va poursuivre, et je vais peut-être la faire au tableau, ce sera de se dire, voilà, ce qu'on va faire, c'est écrire la position exprimée dans un référentiel et dans l'autre. Donc je reprends mes deux référentiels, et ce que je vais faire, c'est exprimer la position de ce point P dans ce référentiel, mais aussi dans le référentiel absolu. Dans le référentiel absolu, le vecteur qui relie ce point-là au point P, donc le vecteur position de P exprimé dans le référentiel d'inertie, c'est simplement ce vecteur plus ce vecteur. Donc on va partir d'une relation qui est très simple, et ensuite de ça, on va dériver cette relation par rapport au temps de manière à avoir une relation entre les vitesses exprimées dans les deux référentiels, et on dérivera une seconde fois par rapport au temps pour avoir une relation entre les accélérations exprimées dans l'un ou l'autre des référentiels. Alors, malheureusement, les notations seront un petit peu compliquées.
Vous voyez que je vais les introduire ici. Donc, ce que je fais là, c'est que je prends mes vecteurs. Donc, je vais simplement écrire que le vecteur position exprimé dans le référentiel d'inertie, dans le référentiel R, c'est le vecteur OP. Ce vecteur position exprimé dans le référentiel non inertiel, c'est AP. Et puis, la relation entre les deux, c'est que simplement OP, c'est ce vecteur plus ce vecteur. Alors, ce que je vais faire, c'est devoir projeter, évidemment, ces vecteurs soit sur les vecteurs de base de mon référentiel d'inertie, soit sur les vecteurs de base de mon référentiel accéléré. Et vous voyez que si je prends, par exemple, le vecteur OP et puis que j'essaye de le projeter et que je veux exprimer ce vecteur dans le référentiel d'inertie, je dois donc le projeter sur les trois axes, ce qui va me donner trois coordonnées que j'appelle x1, x2, x3, avec en plus de ça l'indice P, donc ce sera x1p, x2p, x3p, pour bien dire que j'ai exprimé ce vecteur dans le référentiel d'inertie. Le point A, pour exprimer dans le référentiel d'inertie, je vais faire exactement la même chose. Je vais projeter le vecteur OA sur mes trois vecteurs de base. Ça va me donner des coordonnées que je vais appeler x1, x2, x3 avec l'indice A pour bien mentionner que c'est ce point-là que je traite. Et maintenant, dernière chose, le vecteur AP, je vais pouvoir l'exprimer. Alors je pourrais très bien l'exprimer dans le référentiel R, d'accord ? Pourquoi ? Parce que comme j'ai exprimé dans le référentiel R les vecteurs OP et le vecteur OA, eh bien je pourrais très bien faire la différence entre les deux pour avoir les coordonnées de ce vecteur dans le référentiel R. Ça me donnerait simplement x1p moins x1a le long de la première coordonnée, x2p moins x2a le long de la seconde coordonnée, et même chose pour la troisième coordonnée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de passer de l'expression de ce vecteur dans un référentiel ou dans l'autre. C'est pour ça que le vecteur AP, je vais l'écrire comme à partir de ces projections dans ce référentiel. Et vous voyez que si je projette le vecteur AP sur les vecteurs y1, y2, y3, c'est un petit peu différent. Je vais obtenir trois coordonnées que j'appelle y1p, y2p et y3p. Donc ça, c'est pour introduire un petit peu la complexité des notations qu'on va utiliser. Finalement, la chose qui est très importante et qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est que je vais utiliser la formule de Poisson qui me dira que la dérivée temporelle de chacun des vecteurs de base du référentiel non inertiel est égale au produit vectoriel entre le vecteur de rotation, que j'ai symbolisé en vert, et le vecteur lui-même. Alors, vous voyez que j'introduis ici des notations qui sont un petit peu compliquées. Malheureusement, on n'a pas tellement le choix, mais ces notations, je les ai déjà introduites. Donc, le vecteur OP, je l'écris comme x1p fois x1 chapeau plus x2p fois x2 chapeau plus x3p fois x3 chapeau. Je peux écrire ça comme la somme sur un indice i qui varie de 1 à 3 de xip, les composantes multipliées par les vecteurs de base. Et donc, si je veux maintenant calculer la vitesse absolue du point P, donc la vitesse exprimée dans le référentiel d'inertie, eh bien, je vais devoir dériver ce vecteur par rapport au temps. Et pour dériver ce vecteur par rapport au temps, eh bien, vous voyez que je vais devoir dériver ces grandeurs-là. Dans notre référentiel d'inertie, ces vecteurs sont constants, ils ne bougent pas, donc la dérivée de ce vecteur est égale à 0. Vous voyez que, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, eh bien, la dérivée temporelle, la vitesse, c'est la somme des dérivées temporelles de chacune des composantes dans les trois directions. Je
fais la même chose pour trouver l'accélération, je redérive une seconde fois et je vois que mon accélération, c'est simplement la somme sur i des d carrés xip sur les dt carrés. Je peux faire la même chose avec le vecteur OA si je l'exprime dans mon référentiel d'inertie, c'est ce que j'ai dessiné en bleu. Et donc je vais obtenir des formules qui sont très similaires, sauf que je remplacerai l'indice P par l'indice A. Et puis maintenant, et c'est là que ça devient un tout petit peu, c'est là qu'il y a une toute petite subtilité, c'est que comme on vient de le voir, eh bien, le vecteur AP exprimé dans le référentiel non inertiel, c'est donc ce vecteur-là, c'est aussi une somme sur I d'indice Y sur I qui va de 1 à 3 de YIP multiplié par ces vecteurs. Et si je regarde maintenant la vitesse relative du point P, eh bien c'est la même chose. La vitesse relative du point P, c'est en faisant l'hypothèse que ces vecteurs ne bougent pas, c'est simplement la variation du vecteur que je suis en train de dessiner là. Ok, mais maintenant, il faut faire attention, cette vitesse relative, elle est différente de la vitesse absolue. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, eh bien, ces vecteurs-là, ils changent aussi avec le temps. Et donc, on va devoir explicitement tenir compte de la variation temporelle des vecteurs de base YI lorsque on va calculer la vitesse absolue du point P. Lorsqu'on va calculer la vitesse absolue du point P, ouais, exprimée dans le référentiel R'. Donc c'est une chose à laquelle il faut faire attention. La vitesse relative, c'est simplement ça. L'accélération relative, c'est ce qui se passe si je dérive une seconde fois les composantes. Vous voyez que si maintenant j'avais voulu dériver par rapport au temps le vecteur AP, eh bien ce vecteur-là, j'aurais dû d'abord dériver ses composantes, qui m'auraient redonné la vitesse relative, mais après ça, je dois aussi tenir compte de la variation temporelle de ces Y lorsque je fais porter la dérivée sur les vecteurs de base. La dérivée temporelle de ces vecteurs Y, c'est là que la formule de Poisson intervient. Oui. Et du coup, l'expression qu'on a à droite, là où vous mettez que ce n'est pas égal à DAP sur DT, oui. Est-ce que c'est la vitesse absolue du point P? Ça, c'est rien du tout. C'est la dérivée temporelle de ce vecteur par rapport au temps. Mais c'est ni la vitesse absolue ni la vitesse relative. Donc ça correspond à rien du coup. Oui, mais on va l'utiliser quand même. Hein. Sinon, je ne le mettrai pas. Ouais. Alors, ça, je peux oublier. Et vous voyez que finalement, les calculs seront, là aussi il faut les faire une fois, mais les calculs ne sont pas si compliqués que ça. En tout cas, le principe, il est relativement simple. Vous voyez que dans ma démarche, je vais écrire que notre vecteur OP, je peux l'écrire comme la somme de OA plus AP, et je vais dériver par rapport au temps. D'accord? Alors, j'ai donc écrit ça, et si maintenant je veux dériver ce vecteur par rapport au temps, je vais trouver la vitesse absolue du point P, donc c'est dOP sur dt, et je vais devoir dériver ces deux vecteurs. Ça va me donner la dérivée temporelle du vecteur OA plus le vecteur dont on vient de parler, la dérivée temporelle du vecteur AP. Vous voyez que donc, comme on l'a vu avant, la dérivée temporelle du vecteur OA, eh bien, c'est rien d'autre que la vitesse absolue, la vitesse dans R du point A. Et maintenant, je dois dériver ce terme, donc c'est la même chose. Est-ce que j'en suis moi? Oui, c'est le terme qu'on vient de voir. Et donc, voyez que lorsque je vais dériver le vecteur AP par rapport au temps, eh bien, premièrement, je vais devoir faire porter la dérivée sur ces termes-là. Ça va me donner
la somme sur I des dérivés de chaque composante, donc YIP par rapport au temps, multiplié par ces vecteurs. Et ça, c'est rien d'autre que la vitesse relative du point P. Mais il y aura encore le deuxième terme à évaluer. Donc je vais devoir faire porter la dérivée temporelle sur ces vecteurs ici. Et comme on vient de le voir, je vais pouvoir utiliser la formule de Poisson pour remplacer cette dérivée du vecteur YI par rapport au temps par le produit vectoriel entre oméga, le vecteur de rotation, et YI. D'accord ? Et donc, ce terme-là, il faut encore le traiter un tout petit peu. Vous voyez qu'on a une somme qui est ici, on a un YIP qui est là, et puis vous voyez que ce terme, en fait, on peut en quelque sorte mettre le oméga cross en évidence. Si j'écrivais cette formule complètement, vous voyez que le premier terme, ce serait Y1P fois oméga cross Y1, et puis je pourrais écrire ça comme oméga cross Y1P de YI. Je vais peut-être l'écrire au tableau. Alors, vous voyez que le terme que je suis en train de traiter, c'est la somme sur I des YIP fois oméga cross YI. Et ça c'est égal à, on peut faire le calcul, Y1P fois oméga cross Y1 plus Y2P fois oméga cross Y2 plus Y3P fois oméga cross Y3. Et vous voyez que ce terme-là, ce terme-là, je peux le réécrire comme oméga cross Y1P fois Y1. Ce Y2P, je peux le passer à l'intérieur. Donc j'aurai un oméga cross Y2P fois Y2 plus oméga cross Y3P fois Y3. Et vous voyez que j'ai quelque chose qui est de la forme oméga cross un vecteur A plus oméga cross un vecteur B, c'est plus oméga cross un vecteur C, ça c'est égal à oméga cross A plus B plus C. Et donc finalement, ce terme, l'équation du milieu, je peux la réécrire comme oméga cross la somme de I égale 1 à 3 des YIP fois les YI. Et ce vecteur-là, c'est rien d'autre que le vecteur AP.
Voilà. Donc, c'est un petit artifice de calcul, mais qui me permet de réécrire donc, le terme qui m'embêtait un petit peu. Je le dérive, je le réécris sous cette forme-là, et finalement, vous voyez que j'arrive à faire apparaître ici le vecteur AP. Et finalement, j'obtiens une formule qui me permet de passer de la vitesse absolue du point P à la vitesse relative du point P. Vous voyez que c'est cette relation, et je dois donc me dire la vitesse absolue du point P, c'est la vitesse absolue du point A, plus la vitesse relative du point P, plus encore un terme qui dépend de la rotation des deux référentiels l'un par rapport à l'autre, qui va comme oméga cross ce vecteur AP. Donc là, on a déjà trouvé la formule qui nous permet de passer d'un référentiel à l'autre. Et je vais vous donner, juste avant la pause, 2 ou 3 petits cas, pour des cas particuliers. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je réécris la formule qui permet de passer de la vitesse de l'un à l'autre. Et puis, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de rotation? S'il n'y a pas de rotation entre les deux référentiels, eh bien simplement le vecteur oméga sera égal à 0. Et donc, cette formule-là, je vais simplement pouvoir barrer la dernière parenthèse pour trouver que la vitesse absolue du point P, c'est la vitesse du point absolue du point A plus la vitesse du point P. Et ça, c'est rien d'autre que la transformation de Galilée. Vous voyez que c'est ce qu'on avait vu, je pense, la 2e ou la 3e heure que nous passions ensemble. Si maintenant je me dis si la vitesse absolue du point A est égale à 0 et que le point P n'a pas de vitesse dans le référentiel R', donc si la vitesse relative de P est égale à 0 et que j'ai un vecteur de rotation qui est différent de 0. Donc vous voyez, je vais simplement retrouver, je vais devoir barrer ceci, je vais devoir barrer cela, et je vais simplement trouver que la dérivée temporelle du vecteur AP par rapport au temps, ce terme-là, c'est oméga cross AP, ce qui n'est rien d'autre que la formule de Poisson. Donc vous voyez que ce que j'ai dit ici, c'est si la vitesse du point A est égale à 0, et la vitesse du point P, la vitesse relative du point P est égale à 0, eh bien ce serait une situation où on aurait par exemple quelque chose comme ceci. Où mon vecteur de rotation, là, je l'ai mis simplement verticalement. Et donc je peux directement appliquer la formule de Poisson. Voilà, on va recommencer dans un quart d'heure. Je vais essayer de remettre en route mon iPad.
Voilà, merci à Guillaume qui a... Et ses doigts de fée, je ne sais pas comment il a fait, moi j'ai essayé 12 fois, lui une toute fois bon. Mais Voilà, on va continuer avec les exemples qu'on donnait. Donc je venais de... Ah non mais... Je touche plus à rien. Voilà, il y a encore un cas dont je voulais vous parler avant qu'on passe à la dérivation de l'accélération dans notre référentiel d'inertie. C'est celui dans lequel la vitesse relative de notre point P dans notre référentiel non inertiel est égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un référentiel non inertiel qui bouge n'importe comment, mais dans ce référentiel, le vecteur OP, il est constant. Donc ce serait quelque chose comme ça. Vous voyez que la formule qu'on vient de dériver, elle se simplifie puisque on peut simplement barrer ce terme-là et on se retrouve avec une formule qui contient plus que 2 termes et qui sera applicable, que nous allons appliquer lorsque on regardera le cas de solide indéformable. Un solide indéformable, c'est par définition un système dans lequel la vitesse relative du point P par rapport à un point de référence du solide est égale à 0. D'accord ? Et donc, lorsque dans une semaine ou deux, on se mettra à faire de la dynamique du solide, lorsque je voudrais exprimer la vitesse de n'importe quel point du solide, je vais directement utiliser cette formule ici, formule que nous venons de dériver ensemble, et qui est un tout petit peu plus simple que le cas général. Voilà. Maintenant, on aimerait voir la relation qu'il y a entre les accélérations mesurées dans l'un et l'autre des référentiels. Vous pouvez venir chercher, attendez-vous. Et on va faire la même chose. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redériver une fois notre vecteur je ne sais pas ce qui se passe. Je pense, hein, ouais. Ouais, voilà, bon. J'espère que ça va fonctionner. Mais donc, vous voyez que la formule qu'on vient de dériver, c'est celle-ci, qui nous permet de trouver notre vitesse absolue du point P. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dériver une seconde fois par rapport au temps pour exprimer l'accélération. Alors vous voyez qu'on va devoir dériver ces 3 termes par rapport au temps. Le premier, la vitesse absolue du point A, il est facile à dériver par rapport au temps parce que ça nous donne simplement l'accélération absolue du point A. Donc c'est ce terme-là que je dérive par rapport au temps et ça va me donner l'accélération absolue du point A. On va déjà le retrouver dans la formule finale ici. Et puis maintenant, je vais devoir dériver la vitesse relative du point P par rapport au temps. Donc ce terme-là, c'est ce que je fais ici. Et on fait exactement ce qu'on vient de faire. Vous voyez que j'ai un vecteur à dériver. Le vecteur qu'on avait dérivé avant pour
trouver la vitesse relative du point P. Le vecteur qu'on avait dérivé avant, c'était la somme sur I des YIP fois les YI. Maintenant, on doit dériver la somme des YIP points. Il y a ce petit point là. Et donc, je vais aussi devoir faire porter la dérivation sur les deux grandeurs. Lorsque je fais porter la dérivation sur la première grandeur, donc sur ce terme-là, eh bien, je vais simplement trouver la somme sur I des YIP point IP, et ce vecteur, ce sera l'accélération relative du point P. Donc alors, ça, c'est l'accélération relative du point P. Et puis, je dois faire maintenant porter la dérivée sur le second terme. Et vous voyez que lorsque on regarde le second terme, je vais pouvoir remplacer les YI points par la forme qui vient de l'équation de Poisson. Donc ça, c'est les YI points. Et vous voyez qu'avec le même artifice que celui que j'ai utilisé, que je vous ai montré au tableau, je peux mettre en évidence le oméga produit vectoriel. Et puis j'arrive donc à une situation où ce dernier terme, donc celui-là, il s'écrit comme oméga cross la somme sur I des YIP points YI, qui n'est rien d'autre que la vitesse relative du point P. OK ? Et donc, maintenant, on a dérivé le premier terme, on a dérivé le second terme, il nous reste encore à dériver le dernier terme, celui-là. Et vous voyez que là aussi, je vais devoir faire porter la dérivation d'abord sur le premier terme et ensuite sur le second terme. Et vous voyez que le premier terme va simplement me donner un oméga point cross AP. Et après ça, je vais devoir avoir un oméga cross dAP sur dt, cross la vitesse relative la vitesse, enfin dAP sur dt, c'est pas la vitesse relative du point P, pardon. C'est pour ça que je le réécris ici. Et ce qu'on avait vu à la slide précédente, c'était que la dérivée du vecteur AP par rapport au temps, je peux l'écrire comme la vitesse relative plus encore ce terme oméga cross AP. Vous voyez que plus c'était ce que nous avions là. Voilà. Et donc maintenant j'ai calculé les dérivées de nos trois termes. Donc j'ai calculé la dérivée de ce terme-là, de celui-là et de celui-là. Il ne me reste plus qu'à sommer. Et puis je trouve finalement que j'ai ce terme-là qui vient là, le dVr de P sur dt, ce sera l'accélération relative du point P, plus, vous voyez, une fois j'ai ce oméga cross Vr de P, et puis ensuite de ça, vous voyez que c'est où que ça apparaît? Voilà. Lorsque je vais faire lorsque je vais dériver ce terme, je vais donc être amené à avoir ce terme-là, que je vais avoir là, et puis j'aurai un oméga cross dAP sur dt, que je vais pouvoir écrire comme oméga, donc je vais le réécrire là. Ça me permet de tirer que oméga cross dAP sur dt, c'est égal à oméga cross Vr plus oméga cross
AP. D'accord ? Ce que j'ai fait, c'est simplement ici oméga cross de tout ça. Et donc j'ai un oméga cross VR, c'est celui-là. Et puis j'ai encore un oméga cross AP. Et là, on est au bout de nos peines parce qu'il suffit maintenant de tout regrouper pour trouver cette formule, la plus compliquée du cours, qui nous dit que l'accélération absolue du point P, c'est l'accélération absolue du point A, plus l'accélération relative du point P, plus ce terme un petit peu bizarre, 2 fois le produit vectoriel entre le vecteur de rotation et la vitesse relative du point P, plus ce double produit vectoriel oméga cross AP, plus encore un terme qui dépend de la dérivée temporelle de notre vecteur de rotation. Alors c'est un petit peu abstrait, mais là aussi je pense que si vous refaites tranquillement les calculs chez vous, il n'y a rien qui est absolument sorcier. Alors Maintenant, donc on a trouvé cette relation entre les accélérations. Ces termes, ils portent pour certains d'entre eux des noms. Le premier terme, l'accélération relative du point P, on l'a trouvé. Le deuxième terme, celui-là, c'est celui que nous allons appeler l'accélération de Coriolis, du nom de la personne qui l'a découvert. Et puis là, on a l'accélération absolue du point A dans le référentiel R, évidemment. Et ce terme-là, c'est ce qu'on appellera l'accélération centripète. Voilà. Alors là aussi, je vous donne quelques cas en fonction des valeurs que prennent soit la vitesse relative, soit la vitesse du point A, soit le vecteur oméga. Si on a un système qui n'est pas en rotation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les formules qu'on a là au-dessus, eh bien, le oméga est égal à 0, de même que le oméga point est égal à 0. Et vous voyez que donc si j'ai ceci, la formule qui nous donne l'accélération, elle va se simplifier parce que je vais pouvoir supprimer ce terme, et je vais pouvoir supprimer celui-là. Et donc la relation entre les accélérations, elle sera très très simple. J'aurai simplement que l'accélération absolue du point A, c'est l'accélération l'accélération absolue du point P, c'est l'accélération du point A plus l'accélération relative du point P. Ça, c'est ce qui se passe si on a deux systèmes qui sont en translation l'un par rapport à l'autre. Et au risque de me répéter, eh bien, je vous redis que translation l'un par rapport à l'autre, c'est quand les vecteurs de base ont une orientation qui ne change pas au cours du temps. D'accord ? Donc, on pourrait très bien avoir un truc comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle une translation. D'accord ? Voilà, si maintenant on a un point qui a une accélération, un référentiel qui a une accélération non nulle, mais que la vitesse relative de point P est égale à 0, vitesse relative du point P égale à 0, je vous rappelle que c'est ce qui décrit par exemple un solide, eh bien là aussi, notre formule, elle se simplifie un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on a ce terme qui s'annule. Malheureusement, c'est le seul dans lequel c'est le seul qu'on peut annuler. Et donc, si je regarde, donc l'accélération d'un point quelconque d'un solide, je peux l'écrire sous cette forme-là. Elle contient simplement 3 termes. Et ça, on va le réutiliser quand on fera la dynamique du solide. Alors, vraiment un mauvais contact. Alors,
pour revenir maintenant à ce que nous avions fait, là aussi on a bien avancé. Pourquoi ? Parce que si maintenant je reprends la vraie équation de la dynamique qui est valable dans un référentiel d'inertie, cette équation de la dynamique, elle s'écrit que la somme des forces extérieures qui agissent sur un point matériel dont je veux calculer l'évolution est égale à la masse de ce point fois l'accélération absolue de ce point matériel. Ça, c'est toujours vrai. Si maintenant je veux regarder l'évolution du même point dans un référentiel non inertiel, eh bien vous voyez que je vais devoir réécrire la même équation de Newton. L'équation de Newton, elle doit toujours être valable, et donc simplement je vais remplacer l'accélération absolue du point P par la formule compliquée que nous venons de trouver. Je vais devoir écrire que l'accélération absolue du point P, c'est la somme de ces 5 termes. D'accord ? Et si maintenant le but que j'ai, c'est d'arriver à écrire que, moi j'aimerais arriver à écrire que m fois l'accélération relative du point P, donc l'accélération mesurée dans le référentiel non inertiel, c'est égal à quelque chose. Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Vous voyez que c'est ce terme-là que je veux isoler. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre simplement tous les termes et puis les passer de l'autre côté. Ces 4 termes. Et donc, vous voyez que si maintenant je définis une force effective qui agit sur mon point matériel comme la somme entre les forces physiques, les vraies forces, et puis ces nouvelles forces que j'introduis, que j'ai simplement introduites en faisant passer les accélérations de l'autre côté, eh bien vous voyez que maintenant je peux écrire que la masse fois l'accélération relative du point P, c'est cette force effective. Et donc j'ai trouvé une manière d'écrire l'équation de Newton de la même manière dans un référentiel non inertiel que dans un référentiel inertiel. Simplement, j'ai dû rajouter ces 4 forces. Et je fais attention parce que chaque fois, il y a un signe moins. Mais en rajoutant ces 4 forces, eh bien, je peux écrire l'équation de Newton de la même manière. D'accord ? Donc là, je me répète encore une fois, je redis la même chose. Donc je vous redis, dans un référentiel d'inertie, on aura m fois l'accélération absolue du point P est égale à la somme des forces extérieures. Dans notre référentiel non inertiel, on va rajouter des forces d'inertie à nos vraies forces physiques. Ces forces d'inertie, elles sont au nombre de 4. Il y a une force de Coriolis, il y a la force centrifuge maintenant, c'est plus la force centripète, c'est la force centrifuge, et il y a une force qui est liée à l'accélération du point P, c'est une force d'entraînement, et encore une force qui est liée à la variation de la fréquence angulaire de rotation de notre référentiel accéléré. Alors une chose qui est importante à savoir ici, sur laquelle je voudrais vite faire un commentaire, c'est que des fois on me pose la question, mais dans quel référentiel est-ce qu'il faut faire les calculs ? La réponse c'est vous le faites dans le référentiel qui vous arrange. Parce que le résultat doit être le même. La physique que vous allez décrire, c'est exactement la même. Et donc c'est vous qui décidez si vous voulez faire le calcul dans le référentiel d'inertie ou si vous voulez le faire dans un référentiel qui n'est pas inertiel. La seule chose que vous avez à faire, c'est que si vous êtes dans le référentiel d'inertie, vous ne tenez compte que des forces physique, alors que si vous êtes dans un référentiel qui n'est pas inertiel, eh bien vous allez devoir rajouter ces forces fictives. Mais c'est tout ce que vous avez à faire.
C'est pour ça que si vous voulez par exemple décrire le mouvement, si vous voulez décrire le mouvement d'un point matériel, d'un mouvement circulaire uniforme, si vous êtes dans le référentiel du laboratoire, dans un référentiel d'inertie, eh bien, vous allez donc décrire le mouvement d'un point qui bouge, vous allez simplement prendre une force qui est dirigée vers le centre. Pourquoi ? Parce que pour qu'un système puisse avoir un mouvement circulaire uniforme, il y a quelque chose, ça peut être une corde par exemple, hein, si je prends une corde et puis que je la tourne comme ça, eh bien, il y a quelque chose qui doit exercer une force sur mon point matériel qui est dirigée vers le centre. Ça, c'est ce qu'on appelle la force centripète. Si maintenant vous désirez décrire le même mouvement, mais dans un référentiel qui tourne avec moi, un référentiel qui serait attaché au point matériel qui est au bout de la corde, eh bien, ce que vous allez devoir faire, c'est tenir compte de la force physique, la force qui est exercée par la corde vers moi, mais vous allez aussi, à ce moment-là, rajouter une force d'inertie, puisque vous êtes dans un référentiel accéléré. Cette force d'inertie, la seule qui sera importante, c'est celle-là, et c'est celle qu'on appellera la force centrifuge. Donc, dans notre système dans notre référentiel attaché au point matériel qui est au bout de la corde, dans son propre référentiel, le point il ne bouge pas. Et donc, là, ce qu'on aura, c'est que la force physique, la force centripète dirigée vers le centre, elle sera contrebalancée par la force d'inertie, la force centrifuge qui est dirigée vers l'extérieur. D'accord ? Mais tout ça pour dire que le calcul, je peux le faire aussi bien dans un référentiel que dans l'autre, et le résultat doit être le même. Je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, c'est le premier que je vais prendre, c'est celui le plus simple pour lequel notre oméga est égal à 0. Donc vous voyez que dans les forces d'inertie, ça va me simplifier la vie parce qu'il n'y en a qu'une qui va rentrer en ligne de compte. Ce sera uniquement cette force qui restera. Et donc, la force effective que j'aurai, elle sera donc composée de la force physique et d'un seul terme qui sera lié à l'accélération de notre référentiel par rapport au référentiel d'inertie. Et j'ai deux exemples pour décrire ceci. Le premier, c'est un exemple où on a un mouvement qui est en ligne droite, et le deuxième, c'est un mouvement qui est circulaire. Vous voyez que si je prends un exemple que je vous montrerai mardi prochain, c'est celui d'un chariot dans lequel on a un pendule. Et puis ce chariot, il avance, il accélère avec une certaine accélération. Donc vous voyez que ce que je fais ici, c'est que le référentiel d'inertie que je considère, je suppose que le laboratoire est un référentiel d'inertie. Et donc je lui attache un système de coordonnées OX1, X2. Et puis maintenant, le référentiel qui serait accéléré, ce serait donc le chariot, auquel j'attache un système de coordonnées, un point A, et deux vecteurs Y1, Y2. Alors vous voyez, quand je pousse ce chariot, quand je le fais accélérer, ce qu'on constate, c'est que le fil, donc on a un pendule qui est dans ce chariot, et ce qu'on constate, c'est que si ce chariot accélère, eh bien le pendule se stabilise avec un certain angle par rapport à la verticale. Si maintenant je fais les calculs dans le référentiel d'inertie, donc ça ce serait notre référentiel d'inertie, je vais devoir tenir compte uniquement des forces physiques. Quelles sont ces forces physiques ? Eh bien c'est la force qui est exercée par le fil sur le pendule. Cette force, je la dessine ici. Elle fait un certain angle avec la verticale. On a la force de poids, qui est celle-ci, et c'est les seules forces que je dois prendre en ligne de compte. Et ce que je sais, c'est que si je somme ces deux forces, je vais trouver l'accélération
de mon point matériel du pendule par rapport au référentiel d'inertie. Le pendule, il est stable, on imagine qu'il est stable par rapport au chariot, et donc le pendule par rapport au référentiel d'inertie, il a une accélération qui est la même que celle du point A. Et donc, si j'écris Newton, eh bien, je vais écrire m fois g plus t, c'est égal à la masse de mon pendule fois l'accélération du point A, l'accélération du chariot. OK ? Maintenant, je pourrais être tenté de résoudre le problème dans le référentiel du chariot. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le référentiel du chariot ? Eh bien, ce que je vais devoir faire, c'est considérer les forces physiques aussi, comme avant. Les forces physiques, c'est les mêmes que celles que nous avions, mais je vais devoir ajouter une force d'inertie, et si je regarde la formule que nous avions avant, donc je reviens juste ici, la seule force d'inertie que je vais devoir considérer, c'est celle qui sera comme moins m fois l'accélération du point A, puisque ces trois termes s'annulent, vu que oméga est égal à 0. Et donc vous voyez que maintenant, si j'écris l'équation de Newton dans le référentiel du chariot, je vais devoir l'écrire comme la masse fois l'accélération relative du point P dans le chariot, c'est la somme des forces physiques plus la force d'inertie. Et ce qu'on voit, c'est que dans le chariot, eh bien, le pendule ne bouge pas, puisqu'il est toujours à la même position, et donc son accélération relative, elle est égale à 0. C'est pour ça que je peux écrire cette formule. Mais vous voyez que cette formule, c'est exactement la même que celle que nous avions dérivée avant. Sauf que avant, ce terme, il venait simplement là. Et c'est exactement la même chose. Donc voilà, vous avez une situation dans laquelle comme très souvent, vous pouvez résoudre soit dans l'un, soit dans l'autre. Maintenant, vous verrez qu'il y a beaucoup de cas où c'est plus facile de résoudre dans un système que dans un référentiel que dans l'autre. Et ce sera à vous de choisir le bon référentiel, à moins que je vous dise calculer l'équation de Newton dans tel ou tel référentiel. Je vous donne un deuxième exemple. C'est... Oui. J'ai pas compris quelle serait l'équation de Newton là, dans ce référentiel. Alors, la question, c'est quelle serait l'équation de Newton dans ce référentiel ? Eh bien, l'équation de Newton dans le nouveau référentiel, c'est que la masse fois l'accélération relative du point P, c'est égal à la somme des forces physiques, comme avant, plus les forces d'inertie. D'accord ? Alors, c'est ce que j'ai réécrit là, mais vous voyez que dans le chariot, si vous regardez l'évolution du point de la position du pendule par rapport au chariot, en admettant que vous êtes accéléré et puis que le pendule ne scie pas, parce que évidemment si vous étudiez le système où on commence à accélérer, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que si le pendule commence à aller à la verticale et qu'on l'accélère, il va se mettre à osciller. Mais moi, l'hypothèse que je fais, c'est que on a attendu suffisamment longtemps pour que le pendule ne scie plus et qu'il soit à une position stabilisée. D'accord ? Et donc, son accélération relative dans le chariot, elle est égale à 0. C'est pour ça que ce terme-là, il est égal à 0. OK ? Alors maintenant, un autre exemple, c'est celui de la Grand Roue à Paris. Donc ce qu'on a ici, c'est que donc je réécris, si
pourquoi est-ce que j'ai pu écrire que oméga est égal à 0 ? Ce que je fais, c'est que je considère donc comme référentiel d'inertie celui qui est attaché au sol. D'accord ? Ça, ce serait R. Et maintenant, le référentiel que je vais considérer, c'est celui que j'attache à la cabine de la grande roue dans laquelle je suis. Et le référentiel, vous voyez que comme la grande roue reste, comme chaque cabine reste toujours à la verticale, eh bien, je peux dessiner un système de coordonnées attaché à la grande roue, où j'aurai ici le point A, et j'aurai ici l'équivalent de Y1 et Y2. Et vous voyez que l'orientation de Y1 et Y2 par rapport à mes vecteurs X1 et X2, X1 ici et X2 ici, cette orientation elle ne change pas, et donc j'en tire tout naturellement que oméga est égal à 0. Voilà, donc voyez que si maintenant je réécris la force effective qui est ressentie, je vais repasser à... Je pense qu'il y a vraiment un truc qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Bon, j'abandonne complètement. Voilà. Je vais revenir à la présentation PowerPoint. Malheureusement, je ne peux pas dessiner là-dessus. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le cas qu'on a représenté, eh bien, je vais toujours devoir dire que la force effective, c'est la force de poids qui sera toujours dirigée dans le même sens, qui sera toujours dirigée vers le bas. Donc, quel que soit l'endroit où je me trouve, j'aurai toujours une force physique qui sera la même, dirigée vers le bas. Par contre, la force d'inertie, elle va comme moins m fois l'accélération du point A. Le point A, c'est celui-là. Le point A, il a un mouvement circulaire uniforme autour de ce centre ici. Et donc, l'accélération du point A, elle est toujours dirigée vers le centre. C'est ce que j'ai dessiné ici avec les petites flèches qui sont vertes. Et à chaque endroit, à chaque instant, je dois ajouter à ma force physique une force d'inertie qui va comme moins m fois l'accélération du point A. Et donc vous voyez que à la force physique, à cet endroit, quand je suis tout en haut, je dois rajouter une force qui est opposée au poids. Et lorsque je suis tout en bas, je vais devoir rajouter une force qui est dans la même direction du poids. D'accord ? Parce que lorsque je suis tout en bas, l'accélération, elle est dans ce sens-là, la force d'inertie est dans le sens vertical, et donc la force d'inertie se rajoute à la force de poids. Et c'est ça qui fait que en admettant que la roue tourne assez vite, lorsque vous seriez en haut, vous auriez l'impression de vous sentir léger, alors que si vous étiez en bas, vous seriez compressé contre le sol de la cabine. D'accord ? Alors, encore un exemple. C'est un exemple un petit peu différent dans lequel on ne peut plus dire que le oméga est égal à 0. Je considère maintenant un carrousel. Et ce carrousel, je dis qu'il est en rotation uniforme autour d'un axe vertical. Ce
que je vais considérer, j'ai le droit de considérer ce que je veux, je vais considérer que le référentiel d'inertie, c'est aussi celui qui est attaché au sol. Et donc, je dessine un repère cartésien, OX1, X2, X3. Et puis, maintenant, ce que je me dis, c'est que le repère que je vais attacher à mon référentiel, donc le référentiel ce serait le plateau du carrousel qui est en rotation, eh bien je vais lui attacher un système de coordonnées à Y1, Y2, Y3 qui est donc en rotation autour de cet axe vertical. Et donc, ce que je peux dire dans les formules que j'ai avant, c'est que la vitesse absolue de ce point-là, donc la vitesse du centre du carrousel, elle est égale à 0. Son accélération, elle est aussi égale à 0. Le carrousel ne bouge pas par rapport au sol. Et ce que je peux dire maintenant, c'est que le cheval, il est au repos par rapport au centre du carrousel, donc la vitesse relative du point P, le point P c'est le cheval, est égale à 0, de même que l'accélération relative du point P est égale à 0. Si la vitesse relative de P est égale à 0, l'accélération relative de P elle est égale à 0. Alors là aussi, je vais faire les calculs dans les deux référentiels. Vous voyez que ce que je vais d'abord faire, c'est considérer les forces physiques qui existent. Les forces physiques, il y a effectivement le poids, il y a la réaction verticale du sol pour soutenir le poids, mais il y a aussi une force qui est exercée par la tige verticale qui retient le cheval. S'il n'y avait pas cette tige verticale, le cheval partirait tout droit. Et donc, il n'y aurait plus de carrousel. D'accord ? Donc, on a trois forces physiques, il y en a deux qui se compensent tout le temps, c'est le poids et le soutien du sol. Et donc, lorsque je vais écrire l'équation de Newton dans le référentiel du laboratoire, dans le référentiel d'inertie, la seule force qui va intervenir, c'est la force de soutien exercée par la barre qui est dirigée vers le centre. D'accord ? Et donc, lorsque j'écris l'équation de Newton, je vais utiliser tout naturellement des coordonnées polaires, puisqu'on a un système qui est en rotation, qui est à une hauteur qui est égale à 0. Donc, je prends des coordonnées cylindriques avec z est égal à 0, c'est les coordonnées polaires. Et je vais aussi exprimer la contrainte que la position en R, elle est constante. Donc vous voyez que lorsque je vais écrire l'équation de Newton, je vais simplement obtenir que la masse fois l'accélération absolue du point P, c'est l'accélération en coordonnées polaires. Vous voyez que cette accélération, je vais pouvoir la simplifier énormément parce que R, la distance à laquelle le cheval se trouve du centre, est constante. Donc ce R point, il est égal à 0. Ce R point, il est aussi égal à 0. Et puis, comme la vitesse de rotation, elle est constante, on n'a que θ point est une constante, mais θ point est égal à 0. On n'a que j'aurais écrit sur l'iPad, mais on n'a que ce oméga, c'est θ point fois Y3. Et donc l'équation elle se simplifie, on obtient celle d'un mouvement circulaire uniforme qui dit que moins m fois R majuscule θ point carré, donc R oméga carré, est égal à la force exercée par la barre sur le cheval. Là, c'est la résolution dans le système, dans le référentiel d'inertie. Si maintenant je me place dans le référentiel accéléré, eh bien, je vais devoir réécrire les mêmes équations, mais je vais remplacer l'accélération par l'accélération relative. Les forces physiques que je vais considérer, ce sera les mêmes qu'avant, ce sera donc juste le n qu'on verra là, et je vais devoir rajouter les forces d'inertie. Les forces d'inertie, vous voyez que je les ai toutes mises ici, mais vous voyez que l'accélération absolue du point A, elle est égale à 0, donc ce terme il s'annule.
La vitesse relative du point P, elle est égale à 0. Donc ici, j'oublie ce terme. Et ce terme-là, alors oméga cross AP, donc oméga c'est un vecteur qui est vertical, AP c'est le vecteur qui relie le centre du carrousel au point P, donc vous voyez que j'ai oméga cross AP qui est un vecteur qui est dans cette direction, le long de Y1, mais si je multiplie encore par oméga, je vais avoir un oméga vertical cross quelque chose qui est dans la direction de moins y1, j'aurai donc un vecteur oméga cross AP qui sera dans cette direction. Et donc la force d'inertie associée à ce oméga cross AP, je dois rajouter un moins. Cette force d'inertie, je l'ai dessinée ici, en noir. C'est rien d'autre que la force centrifuge. Mais bon, ce que je dois faire maintenant, c'est réécrire l'équation de la dynamique. Et donc, je vais trouver que l'accélération relative du point P est égale à 0. C'est la somme de la contrainte, donc la force exercée par la tige verticale, plus ce terme-là, et ça doit être égal à 0. Et j'en déduis que la force de contrainte, elle est égale à ce m fois oméga cross AP que on peut calculer. Pourquoi? Parce que oméga, c'est simplement θ point, et puis AP, c'est R. Donc, si je regarde la norme de ce vecteur, c'est θ point carré fois R. Et on a vu que c'est dans cette direction. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'on a bien retrouvé le même résultat que celui qu'on avait si on avait fait le calcul dans le référentiel d'inertie. Dans ce cas précis, les calculs sont un tout petit peu plus compliqués dans le référentiel qui est non inertiel. Alors, ce qu'on va voir la semaine prochaine, parce que là je vais m'arrêter, c'est le cas, on va se concentrer sur un cas qui est un petit peu plus compliqué, c'est celui où on a la force de Coriolis, et ce qu'on va faire, c'est l'appliquer à un cas. Vous pouvez déjà vous exercer, parce que ça, ce sera un petit peu compliqué. Vous pouvez vous exercer à voir quelle serait la force de Coriolis d'un objet qui se déplace à la surface de la Terre. Donc, vous allez utiliser votre main droite et faire des calculs comme ceci. Vous allez regarder la direction de ce vecteur en fonction de la manière dont vous vous déplacez à la surface de la Terre.